Bonjour et bienvenue à tous au Château de Morges. Nous nous trouvons ici pour parler avec l'écrivain et l'historien Jean-Jacques Langendorf. Bonjour, Bonjour, Monsieur Langendorf. madame. Nous sommes ici pour parler du rapport du Rutli, les 75 ans du rapport du Rutli. Qu'est-ce que c'est exactement le rapport du Rutli ? Alors, c'est un événement central dans l'histoire militaire de la Suisse. C'est le 25 juillet 1940, au moment de l'effondrement de la France et de l'encerclement de la Suisse, le général Guisan décide de reprendre le moral de ses officiers en main et les convoque sur la prairie historique du Grutli, où le serment mythique des trois Suisses avait eu lieu en 1315, et les adjure de résister et leur annonce l'idée du réduit national, c'est-à-dire que l'armée va se retirer sur le plateau et dans les Alpes. Et il a une phrase qui est reconnue et qui a vraiment donné de l'énergie aux troupes. Quelle est cette phrase qu'il a dite ? La phrase qui résume tout, c'est « tenir ». Tenir à tout prix. Voilà. Et comment est-ce que vous pensez que les soldats ont pris cette phrase ? Vraiment une phrase d'encouragement, un mot d'encouragement ? Oui, parce qu'il faut bien penser à une chose, le moral était, comme on dit vulgairement, dans les chaussettes à ce moment-là. Pourquoi Parce que la France, qu'on tenait pour invincible, dont on considérait l'armée comme la première du monde, s'écroule pratiquement en 3 semaines devant la poussée de l'armée allemande. Et là, tout le flanc occidentale de la Suisse est dégagée, c'est le vide. Les Allemands occupent la frontière depuis Genève jusqu'à Bâle. Donc vraiment le moral dans les chaussettes. Absolument. Et plus aucun espoir de victoire. Plus aucun espoir de victoire français. L'armistice est signé, l'Italie est alliée avec l'Allemagne, donc c'est l'encerclement total de la Suisse. Et on sait que le général Guisan, à ce moment-là, le commandant-chef de l'armée, reçoit des dizaines de messages. Le moral fout le camp, faites quelque chose, il faut nous encourager. Et il prend cette décision de rassembler les commandants, 450 environ, sur la prairie historique du Grutli, où ils se rendent en bateau, par ailleurs. Est-ce que c'était une décision difficile pour le général Guisan ? Pas tellement, parce que il n'y avait plus tellement d'autres possibilités. Se battre directement sur la frontière, selon le plan initial, ça n'aurait pas marché, parce que la puissance allemande était telle qu'on aurait été balayé. Donc il fallait trouver un terrain plus favorable, terrain montagneux. Donc c'est au fond une solution qui s'est imposée d'elle-même. En plus, ce n'est pas une nouveauté. Durant tout le 19e siècle, vous avez des généraux, des colonels suisses qui ont prôné cette solution de défense dans les Alpes. Alors la défense dans les Alpes, comment est-ce qu'elle s'est déroulée ? Donc l'espoir est arrivé avec ce mot prononcé par le général Guisan ? Alors les commandants qui étaient réunis de tous les grades possibles jusqu'au commandant de corps, qui étaient réunis sur la prairie, retournent vers leurs troupes avec un ordre d'armée, le distribuent, le commandent, racontent ce qui s'est passé au Grutli, et ça, on a de nombreux témoignages, une sorte de souffle vivifiant traverse l'armée et les officiers. Il y a évidemment, comme toujours, une ou deux voix discordantes, mais elles sont extrêmement minoritaires. Et quel était le résultat de cette envie, cette énergie finalement de recommencer la bataille ? Alors, le résultat, c'est qu'en une quinzaine de jours, c'est très rapide, vous avez environ 300 000 hommes qui se replient dans les Alpes, n'est-ce pas, entre Sargans, Saint-Maurice, le Gothard, et commencent à aménager des positions. Donc, il y aura un travail de terrassement, de construction, de bunkers, d'éléments anti-chars énorme qui va faire. On va avoir affaire à des soldats maçons qui vont fortifier les positions. Jour et nuit, un travail 24 heures sur 24. Oui, et le résultat de ce travail ? Alors le résultat, on le connaît par les Allemands eux-mêmes, par les services de renseignement allemands, qui très vite disent « Ouh là là, ça va être peut-être difficile, on a laissé passer l'occasion ». D'ailleurs, les plans allemands d'invasion de la Suisse, il y en a plusieurs,
prévoyaient tous, la première chose à faire, c'était de couper le chemin qui mène l'armée suisse aux Alpes, donc l'empêcher de se nicher dans cette position très forte. Et puis évidemment, avec le temps, les années même, la position va devenir de plus en plus formidable. Pour conclure finalement cette bataille, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il s'est passé qu'au moment où la grande chance de la Suisse a été le fait qu'à partir de juin 1941, l'Allemagne entre en guerre contre l'Union soviétique et tout son potentiel va être drainé par les combats à l'Est. Et puis à partir de juin 1944, c'est le débarquement anglo-américain en Normandie. Donc là, les troupes peuvent ressortir parce que les Allemands sont aux abois, sont en retraite, vont sortir de ce réduit et réoccuper sur la frontière leurs anciennes positions. Mais Jean-Jacques Langendorf, on sent que vous êtes passionné, vous êtes auteur également, vous avez écrit un ou plusieurs livres. Ah oui, j'ai écrit plusieurs livres j'ai écrit un tas de livres, mais entre autres sur Guisan, sur le réduit, et j'ai rédigé le livre, pas le catalogue, qui accompagne l'exposition que nous présentons au Château de Morges, exposition d'ailleurs qui a été faite sur l'initiative de la Société suisse des officiers. Alors, cette passion qui vous habite, comment est-ce que vous pouvez la transmettre? Vous pouvez la transmettre par des écrits, on peut la transmettre par une exposition. Mais les conférences. Les conférences. Donc aussi. vous donnez de nombreuses conférences. Oui, très nombreuses. C'est un bon vecteur, les conférences, parce que les gens aiment bien voir en chair en os le conférencier, aiment poser des questions, aiment intervenir, aiment contredire parfois. Et les conférences sont toujours un bon rendement. Il y a alors l'exposition, et puis il y a le bouquin qui est sorti à l'occasion de l'exposition. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition qui peut motiver les gens qui ne sont pas forcément passionnés par l'histoire de venir? C'est une exposition extrêmement didactique, n'est-ce pas, on a ratissé très large. On commence avec la guerre de 14-18, puis évidemment l'origine, tous les malheurs, si vous voulez, le traité de Versailles, et on remonte en montrant ce qui se passait en Suisse, les tensions sociales, économiques, ce qui se passait en Europe, pour arriver au point final culminant, la Suisse encerclée, pas avec des photos d'Allemands sur les frontières. Alors on présente des affiches, des livres, du matériel, des costumes, Quoi des comme uniformes. genre de matériel? Ça va le moulin à café, la vie quotidienne de la ménagère, les tickets de rationnement, les billets de banque de l'époque, jusqu'à des armes, des uniformes, des décorations, etc. Et évidemment, chaque objet est étiqueté, donc on peut déjà avoir une première impression en lisant les étiquettes. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs pour cette exposition Alors là, jusqu'à il faudrait maintenant? demander aux responsables, mais je crois que ça marche bien, oui. Le Château de Morges, c'est vraiment un endroit où il y a 4 musées, de nombreuses expositions, même des expositions spécifiques pour les femmes avec l'art floral japonais. C'est un endroit à ne pas rater, situé au bord du lac, mais bien souvent les gens ont un peu réticence à venir se plonger dans un univers militaire. Oui, mais c'est pas seulement militaire. Une exposition florale, par définition, n'est pas militaire. Et puis, vous avez exposition de soldats de plomb, exposition de très beaux uniformes, l'Ancien Régime. Donc, je crois que tout le monde peut y trouver son compte. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et pour être renseigné sur l'actualité du Château de Morges, vous pouvez vous rendre sur www.château-de-morges.ch. À tout bientôt.